j'ai toujours la peine, mais je l'appelle toujours Jean-Paul, et à Thomas, pour le cas cette fois-ci qu'on va appeler associatif pour simplifier les choses. Et on se réjouit d'entendre votre présentation. Merci Jean-Paul. Oui, merci Philippe, merci Jean-Paul. Juste pour dire que Anne Riemann et peut-être Claire Poupard, il y a des questions qui sont dans le chat, donc n'hésitez pas à répondre en direct aux gens en faisant un petit chat écrit auprès de ces personnes. Voilà. Je me permets de vous le dire. Donc voilà, avec Jean-Paul Ngoukoulou, je ne sais pas si Jean-Paul, tu peux activer ta caméra pour qu'on te voit bien, voilà, qui est avec nous. Est-ce que tu m'entends, Jean-Paul? Oui, je t'entends très bien, oui. Super, merci beaucoup. Donc voilà, donc la thématique qui était issue au fond de retour de la part des mouvements aussi associatifs et professionnels de santé, des professionnels de santé, bah, travailler ensemble, professionnels de santé et associations de patients. Slide suivante, s'il vous plaît, Claire. Donc alors point suivant, vous pouvez cliquer encore une fois, puis encore une deuxième. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, en fait, l'AFAT, c'est un cadre d'action générale qui a vocation à travailler à la fois sur les enjeux de diagnostic, sur le laboratoire d'hématologie, sur la question du centre de traitement, l'accès au suivi médical, et puis sur l'enjeu association de patients, et de voir qu'au fond, en s'appuyant sur le travail que fait la Fédération mondiale de l'hémophilie, d'une part sur l'aide humanitaire, avec l'aide humanitaire et l'accès au traitement, puis sur la question du registre et l'accès au registre de la Fédération mondiale. C'est réellement un partenariat qui a lieu entre associatifs et professionnels de santé. Associatifs sur l'enjeu du laboratoire, tout simplement par le développement et l'action de développement de campagnes de diagnostic qui suppose au fond d'avoir un discours commun auprès des publics à l'occasion de conférences de presse, à l'occasion de journaux télévisés, sur justement l'enjeu du diagnostic. Et les associations et les professionnels de santé, quand ils travaillent ensemble sur ce sujet, ben, font que toujours il y a des patients et des parents de patients qui se déclarent. J'ai des exemples très concrets au Burkina Faso, par exemple, mais où je sais aussi, il me semble, à Madagascar. Et puis, du partenariat aussi sur l'éducation thérapeutique et le plaidoyer, c'est-à-dire que associations et professionnels de santé travaillent sur l'enjeu éducatif pour accompagner les personnes vivant avec une maladie hémorragique rare et aussi vont porter la voix des patients auprès des pouvoirs publics. C'est sur ce dernier point qu'on va accentuer notre présentation avec Jean-Paul Léonard Ngoukoulou. Slide suivante. Donc, c'est un travail, ce travail au sein de la FAT, c'est d'abord un travail entre pairs. Comme vous l'avez compris, grâce à l'engagement de professionnels de santé travaillant en France au sein des centres de ressources et de compétences, les centres de traitement de l'hémophilie et des maladies hémorragiques rares, au fond, il y a un accompagnement entre pairs, entre professionnels de santé et entre mouvements associatifs grâce à l'engagement d'associations composant l'Association française des hémophiles, d'associations régionales. Donc, dans le cadre de l'EFAT, donc les professionnels de santé traitent et travaillent au fond l'enjeu du diagnostic, des soins, du traitement par l'aide humanitaire de la Fédération mondiale, l'enseignement aussi auprès des étudiants et puis des actions d'accompagnement éducatives. On le verra d'ailleurs que c'est ce point-là qui est particulièrement un enjeu de travail en commun. Et puis les associations de patients, elles sont donc accompagnées par la FAT à travers les associations régionales, comme vous pouvez voir, par exemple, Anne Riemann vous a dit qu'elle travaillait évidemment au Congo. Eh bien, c'est l'association l'AFH Aquitaine avec Norbert Ferré qui travaille évidemment avec l'association congolaise. Et là aussi, sur ce travail, on travaille sur la structuration associative, la formation au plaidoyer et puis des actions d'accompagnement. Et c'est là que se fait le travail en commun, notamment avec les professionnels de santé. Slide suivante. Donc, point suivant, vous pouvez y aller. Hop, en principe, ça doit. Voilà. Et suivant encore. Voilà. Donc, il faut savoir dans quelle philosophie d'action on travaille. La FMH, elle a été créée en 1963 par des patients, mais gouvernée par des professionnels de santé et des patients aujourd'hui. Parallèlement à ça, l'enjeu du partenariat de soins et du partenariat entre professionnels de santé et patients a été développé dans le cadre de ce qu'on appelle le modèle de Montréal depuis 2010, qui a fait l'objet de très nombreuses publications dans la littérature.
Et puis, c'est un des piliers de l'accompagnement, c'est de la FAT, c'est à la fois c'est la démarche de coopération professionnelle de santé et association de patients, tant du côté français que du côté des partenaires africains. Donc, ce qui veut dire que pour l'action du plaidoyer en commun auprès des autorités de santé, c'est l'accès au traitement qui va être travaillé ensemble. On a besoin de dire que professionnels de santé, partenaires africains travaillent ensemble sur l'accès au traitement, l'accès aux réactifs, l'inscription de l'hémophilie comme priorité de santé, adapter aussi les moyens humains aux besoins réels, c'est-à-dire pouvoir demander aux États, d'accorder du temps humain pour s'occuper des personnes atteintes d'hémophilie et de maladies hémorragiques rares, et puis une reconnaissance du registre mis en place par la Fédération mondiale de l'hémophilie. Et puis, ça, c'est le travail de plaidoyer. Et puis, agir ensemble au plus proche des patients, eh bien, c'est faire connaître l'hémophilie et les maladies hémorragiques rares auprès du public. C'est les campagnes d'information dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est aussi développer le diagnostic des personnes, évidemment, en lien avec ce qui vient d'être dit. C'est rendre disponible le traitement par l'aide humanitaire. C'est assurer un accompagnement éducatif adapté aux personnes et aux familles. C'est faire aussi comprendre l'importance de s'inscrire dans un parcours de soins et de suivi des traitements. Jean-Paul Ngokoulou, qui va suivre dans la présentation, va détailler ce point-là. Et puis, c'est aider aussi les professionnels de santé à comprendre les attentes, les besoins et les ressources des patients et leurs familles. Donc, la suite qui va être présentée par Jean-Paul Ngokoulou va au fond mettre en valeur ce qui est l'enjeu du partenariat, qui suppose à la fois qu'il y a une dimension à la fois éthique, mais aussi une dimension sociale qui vous détaillera. Jean-Paul, c'est à toi. Slide suivante, s'il vous plaît, Claire. Merci d'avoir précédé. Vous avez su, là, Thomas vient de montrer dans quel contexte doit se mobiliser le travailler ensemble. Travailler ensemble est une compétence indispensable pour obtenir un succès thérapeutique. Et toute compétence est basée sur 3 composantes. Nous avons le savoir, première composante. Deuxième composante, le savoir-faire. Et enfin, le savoir-être. Et si je prends la trilogie de Boeuf, lui, il parle plutôt de pouvoir vouloir, pouvoir savoir et pouvoir faire. Et pour mobiliser cette compétence, dans le travail ensemble, qui non seulement, comme vient de le souligner Thomas, est un enjeu, mais c'est un paradigme novateur dans le rapport patient-médecin, médecin-patient, il faut évidemment un certain nombre de savoir-être. C'est pour cela que vous verrez dans ce premier slide, à gauche, nous avons la dimension éthique et nous avons mis l'accent là-dessus parce que si on n'a pas cette volonté d'aller vers un partenariat, il va être difficile, quels que soient les savoir-faire dont on dispose. Et là, justement, dans la dimension éthique, il y a l'humilité dans la démarche. L'humilité dans la démarche, c'est réconcilier médecine scientifique et médecine humaniste. Là, évidemment, il y a une remise en question du rapport médecin ou professionnel de santé et patient. Hein? Ce rapport, évidemment, qui peut paraître dès le départ à l'origine comme un rapport médical, il faut le transformer en un rapport social pour obtenir des résultats escomptés. Et nous avons également un aspect très important qui est la confiance et le respect de chacun. La place du soignant,
et la place du citoyen, c'est-à-dire de l'association ou du patient, il faut que les deux se donnent une certaine confiance. Il faut qu'il y ait une confiance mutuelle et un respect mutuel pour avancer. Et nous avons également la volonté, comme j'ai dit dans la trilogie, pouvoir, vouloir, alors la volonté des parties prenantes d'agir ensemble. Il faut une volonté de la part du médecin pour agir ensemble avec le patient et l'inverse également doit s'appuyer également sur cette volonté. Et ensuite, nous avons la responsabilité médicale dans l'accompagnement, le traitement, le suivi, etc., et dans l'accompagnement du malade, et les associations qui viennent en appui dans cet accompagnement. Et enfin, nous avons l'inclusion. Au-delà des représentations, il n'y a pas d'exclusion. On amène tout le monde à agir ensemble. Comme le dit un adage chez nous, l'union fait la force. Il faut justement aller ensemble pour accompagner le patient vers une certaine autonomie et vers l'autogestion des soins. Alors, à droite, nous avons évidemment des compétences. Tout à l'heure, j'ai souligné l'aspect compétences et ici, dans les contextes qui nous réunissent ce matin, aujourd'hui, nous avons retenu écouter. Voilà une première compétence. Il faut écouter. Il faut avoir l'esprit d'écoute. Il faut écouter. On écoute le patient. Il faut reconnaître les compétences de l'autre. Il y a d'un côté l'expert de la maladie qui est le professionnel avec tous ses savoirs académiques, encyclopédiques, etc. sur la maladie et son expérience sur les actes médicaux et la pratique médicale. Mais il y a aussi un expert de la vie avec la maladie. Le patient est un expert de la vie avec la maladie. C'est lui qui vit avec la maladie. C'est lui qui peut exprimer, extérioriser le ressenti de sa maladie et tout ce qu'il peut dire pour édifier justement le médecin à prendre, à adopter la meilleure démarche possible. Et enfin, nous avons les compétences éducatives. Dans les compétences éducatives, ici, il s'agit justement de transférer des savoirs qui peuvent être scientifiques, académiques, pour que les patients prennent soin d'eux-mêmes. Il faut transférer dans un langage adapté, approprié au patient, des savoirs dont il a besoin pour s'autogérer, pour être autonome dans son parcours de soins. Voilà, on peut passer au prochain slide. Donc voilà, nous avons là la dimension éthique et les compétences. C'est une compétence qui n'est pas facile à mobiliser et à développer. Et nous avons donc à gauche des freins et à droite des leviers. En ce qui concerne les freins, le premier frein qui, disons, l'obstacle à la mobilisation de la compétence travailler ensemble peut être la hiérarchie des acteurs, l'hétérogénéité des savoirs et même leur statut social. Hein? Ici, nous regardons, si on se réfère à la hiérarchie des acteurs, évidemment, ça peut être un frein.
Deuxième frein, c'est dans la mise en œuvre. Souvent, il peut y avoir une difficulté. Le temps, la disponibilité, évidemment. Est-ce qu'on est disponible pour s'engager à travailler ensemble? La méthodologie employée. Si on applique des méthodologies inappropriées, évidemment, ça peut empêcher à ce que le travailler ensemble se mette effectivement en marche. Les intérêts divergents et l'impact réel. Donc voilà l'un des obstacles ou l'ensemble des obstacles qui au travailler ensemble. Mais nous avons des leviers. Et le premier levier, c'est déterminer les valeurs communes sur lesquelles on va fonder les activités, les actions de partenariat. Et nous avons également l'hydratation des savoirs médicaux, se tirer de l'expérience, identifier les bénéfices, etc. Et nous avons la reconnaissance mutuelle dans l'accompagnement des projets, etc. Voilà. Donc là, nous avons des leviers en bleu et des obstacles en rouge. Alors, sur quel terrain vont collaborer les professionnels de santé et les patients? Nous en avons 3. D'abord, le partenariat association professionnelle de santé va travailler sur le plaidoyer. Et le plaidoyer ici, nous savons que dans le cas des maladies comme l'hémophilie et d'autres maladies un peu rares, c'est des maladies pour la plupart qui ne sont parfois pas reconnues par les autorités. Et c'est la lutte que doit mener et les professionnels de santé et patients pour arriver à faire reconnaître la maladie et à faire qu'ils aient accès, qu'il y ait des médicaments et tout, si vous voulez, tout l'arsenal qu'il faut pour le succès thérapeutique. Il y a le partenariat également dans l'action éducative par l'intégration de patients issus de la communauté. Et là, nous voyons un partenariat avec l'agent de santé communautaire. Et enfin, le partenariat dans la construction du soin, partenariat de soins. Ça, c'est très important comme terrain de collaboration. Et à droite, justement, nous avons dans la première colonne la collaboration institutionnelle. Et là, les actions de plaidoyer auprès du gouvernement et des autorités de santé et évidemment arriver à informer le grand public sur la maladie par des campagnes de sensibilisation et de dépistage. La collaboration éducative, ici nous avons la construction, la co-construction des actions éducatives et d'accompagnement des personnes. Et enfin, la collaboration dans les soins pratiques, dans les pratiques de soins, hein, les bénéficiaires des actions éducatives, ici, nous sommes dans l'éducation thérapeutique. Voilà, dans l'accompagnement des patients. Alors, on peut passer au troisième point. Alors, voici donc résumé les 3 dimensions du partenariat qui servent les unes et les autres, qui se servent les unes les autres. Il y a l'accompagnement éducatif, l'hémophilie,
d'abord, est une maladie de longue durée et renforcer ou parfois rétablir le contact rompu entre médecins et patients n'est pas toujours simple, l'accompagnement. Par lassitude, par des raisons économiques, par évidemment aussi des raisons de représentation sociale, on peut arriver à abandonner ou à arrêter un traitement. Et là, ce n'est pas les sermons véhéments des médecins qui peuvent ramener un patient, mais ça peut être des paroles adaptées d'un père qui peut ramener le patient. Donc, il y a l'échange entre pairs dans l'association et auprès des patients. Pratique de soins, nous avons des pratiques de soins. Hein? Si les patients sont mieux accompagnés, il y a un lien de confiance qui s'installe. Et nous avons évidemment le plaidoyer. Si l'adhésion thérapeutique est renforcée, évidemment, ça peut justifier l'investissement au niveau institutionnel, au niveau de l'État et au niveau des organisations. Voilà, nous avons la pratique de soins, le plaidoyer et l'accompagnement éducatif. Voilà les trois dimensions dans lesquelles vont travailler les professionnels de santé et les patients. En conclusion, nous allons donner quelques conseils ou quelques principes. Avoir conscience que le succès thérapeutique est une préoccupation commune partagée. Le travail collaboratif permet d'avoir une vision exacte. Être conscient que ses propres valeurs et présupposés peuvent avoir une incidence sur ses interactions avec les autres. Établir des relations non hiérarchiques. Favoriser l'épanouissement de tous. Ici, nous allons terminer par une citation d'un philosophe grec, Épicure, qui disait « Aucun de nous ne sait ce que nous savons ensemble. Aucun de nous ne sait ce que nous savons ensemble. » Comme je l'ai dit tantôt, l'union fait la force. Et si nos savoirs sont mutualisés, capitalisés, on peut arriver à un meilleur résultat thérapeutique. Alors, sur ce, je vous dis merci de votre attention. Merci à vous. Voilà. Donc, s'il y a des questions, on est à votre disposition. Voilà. Et je vois qu'il l'heure tourne déjà. Merci en tout cas beaucoup. Je voulais juste dire que c'était un plaisir d'avoir travaillé avec Jean-Paul ces jours derniers, cette semaine dernière, pour pouvoir faire cette présentation. Merci beaucoup Thomas et Jean-Paul. Merci pour cette conclusion, Jean-Paul. Je crois que Salomé a souligné combien votre présentation était importante, Salomé de la Fédération mondiale. Je pense que des dias qui se regardent tranquillement, comme ça, dans un deuxième temps, et une source de réflexion. Je crois vraiment que la FAT travaille dans cette optique. C'est vraiment un partenariat réel et pas factice. Je pense que le séminaire d'aujourd'hui en est vraiment le bon exemple. Alors, s'il y a des questions, on peut les reprendre tout de même.